Bonjour à tous sur AstroFR. AstroFR, c'est le Discord des astronomes amateurs francophones. Et aujourd'hui, cette présentation que va nous faire Sébastien Durand est diffusée sur plusieurs canaux. Alors, Sébastien, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour. Donc Sébastien, tu peux te présenter un petit peu, parce que je pense qu'il y a des gens qui nous rejoignent et qui te connaissent pas encore. Tu es déjà intervenu à plusieurs reprises sur ce Discord. Oui, Mais alors, donc ouais. Sébastien, c'est le nom. Alors je m'appelle Sébastien Durand, je suis astronome amateur, comme beaucoup d'entre vous, et du coup, je fais partie du club astronomie de Cassini, c'est le club astronomie de Versailles. Et alors moi, j'aime bien faire des lives pour vous présenter des trucs en astronomie. En fait, l'air de rien, je fais plus beaucoup d'astronomie, mais j'en fais par procuration, en apprenant aux autres à faire de l'astronomie. Je fais aussi des formations 1, 2, 3 étoiles pour Planète Science, des formations de l'AFA, où je fais Ouais. à peu près ce que je vous fais en live. Voilà. Alors l'AFA, c'est l'Association française d'astronomie, c'est une association qui regroupe tous les clubs d'astronomie, enfin une majorité des clubs d'astronomie. Planète Science, c'est une vieille association également qui fait de la science multidomaine, dont de Mhm. l'astronomie, et qui a également un observatoire semi-professionnel. Tu dis pas tout, tu as aussi lancé des satellites. Oui. Alors mon vrai boulot, c'est d'être chef de projet, ingénieur système sur un satellite étudiant qu'on Voilà. fabrique à côté de la BNF, donc sur le site de Paris Hydro, avec des étudiants justement. Voilà. Voilà. C'est Et c'est éducatif, entre voilà. autres. Et puis aujourd'hui, on a une troisième fois avec nous, c'est Pascal. Coucou Pascal. Salut à tous. Voilà, qui va comme moi poser des questions néophytes. Alors, pour ceux qui font de l'astronomie, pour ceux qui s'intéressent à l'astronomie amateur, dans l'astronomie amateur, il y a quand même pas mal de calculs. Je dis pas maths pour pas faire peur aux gens parce que c'est principalement du calcul, mais Sébastien va nous en parler tout à l'heure. On a plein de choses, des rapports de focale sur diamètre, des champs, des choses comme ça. Bon bref, on les utilise souvent, c'est pas toujours ce que ça veut dire, et aujourd'hui je crois que Sébastien, c'est de ça dont tu vas nous parler. Exactement, donc le but ça va être de commencer tout doucement, sur des maths, assez basiques, qu'on normalement on devrait à peu près tous maîtriser. On va les reprendre ensemble et puis, on va se servir de ces outils simples pour, aller faire à peu près le tour de tous les outils qu'un astronome amateur, débutant. Alors, juste avant qu'on commence, je tiens à Ouais. préciser que ça, c'est la troisième partie d'une Ah oui. série qu'on a en ce moment sur l'écran. Donc, on a eu la carte du ciel, on a eu les différents instruments d'astronomie, et on va avoir ensuite, dans le futur, l'observation du Soleil, etc. Ce sont des présentations qu'on a diffusées pour l'instant sur le serveur Discord AstroFR, Astro-FR. Et ce sont des présentations que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube Astro-FR. Et ce sont des présentations qui seront désormais diffusées également en live, comme aujourd'hui sur YouTube et sur Twitch. Sébastien, je te laisse continuer. Pas de souci. Comme tu l'as dit, effectivement, c'est une suite de présentations. Alors, pour l'instant, les titres sont pas définitifs, à part les titres qui ont déjà eu lieu. C'est pour ça que j'ai pas mis forc et même l'ordre, c'est pas forcément l'ordre définitif. Donc il y a de fortes chances que le prochain, ça soit effectivement sur le soleil, mais sur l'observation du soleil, exactement. Mais c'est pas encore sûr. Voilà. Donc Ouais, voilà. ça va Ça Soit, soit, peut-être dépendra de la switcher. météo. Ouais. ouais, puis sur AstroFR, on aime bien faire les choses un petit peu à la ZOB. D'ailleurs, c'est le slogan d'AstroFR à la ZOB. Voilà, c'est clair. Exactement. Ok, C'est alors, le Heu, meilleur. du coup, on va commencer dans le vif du sujet. Hop, allez, on est parti. Bon, j'ai mis des petites images marrantes. Du coup, le but, ça va être, alors on va parler un peu de calcul. Maths, effectivement, ça serait un gros mot, mais bon, j'ai préféré mettre ça comme ça et on va surtout essayer de parler de calcul pratique, pas de trucs que vous avez besoin de faire une fois dans votre vie, mais souvent, c'est des calculs qui rentrent en jeu, par exemple, quand on a des personnes sur le Discord qui sont débutants et qui viennent nous demander: «Ah, quelle caméra je pourrais acheter avec mon télescope?» ou, «Quel télescope, en fonction pour faire quoi?» Alors on a déjà parlé,
de ça avec sur les instruments d'astronomie. Mais là, le but, ça va être de se dire: «OK, avec quel outil, en termes de calcul, on peut essayer de dire: "OK, c'est cette caméra qu'il me faut", par exemple, pour mon instrument». Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les gens qui font de l'astrophotographie, c'est-à-dire de la photographie avec un télescope. C'est ça. Alors ça va être principalement dédié quand même à des gens qui vont vouloir faire de la photo, mais je pense que ça peut être utile de savoir ça, au moins pour les gens qui veulent, qui font même du visuel, c'est utile, toujours utile à connaître. Du coup, voilà. Ok. Alors, Alors, bah, commençons simple, mais commençons bien. Alors, donc les outils qu'on va avoir besoin, ça va être l'addition, entre autres, hein, donc de plus 1 égale 3, hein, tout simplement. C'était pour la blague, hein. On aura besoin de soustraction, de multiplication et de division. Voilà. Alors, à quoi ça va nous servir? En fait, ça va nous servir à un outil que vous utilisez depuis toujours, que vous utilisez sûrement tous les jours d'ailleurs, et qu'on vous a appris à l'école primaire, je crois, à peu près, qui est le produit en croix. Alors, par expérience, c'est pas forcément quelque chose de maîtrisé, cet outil. L Là, on a un petit exemple à droite, avec, des stylos. Donc on a 4 stylos qui sont vendus 2,40 € et donc le petit problème est de se dire: «OK, j'ai 4 stylos qui sont vendus 2,40 €, alors combien vaudront 12 stylos?» Voilà, et donc pour avoir la réponse, on va suivre les flèches en fait, on va prendre 240 nous, on va le multiplier par 12 et on va le diviser par 4 et à la fin on obtient 7,2. Et donc vous voyez, ce qu'on a utilisé, c'est une multiplication et une division, tout simplement. ok, pour l'instant, ça va. Ouais, ce que j'allais dire. Jusqu'ici, je suis. C'est ça. Et donc grâce à ce produit en croix-là, en fait, ça va être l'outil principal qui va nous servir à faire à peu près, allez, 70 des calculs qu'on va faire ce soir. Ok. C'est pas mal. Voilà, donc comme quoi un outil simple, hein, permet de faire déjà beaucoup de choses. Alors, bah, du coup, rentrons dans le vif du sujet, on va parler un peu d'unité. Alors et du coup, on va parler de conversion. On va avoir 2 types, d'unités, plutôt des enfin, 2 types de mesures plutôt. Donc on va avoir des mesures d'angle, donc ça, c'est important parce que quand vous avez un objet autour de vous, en astronomie, il est à l'infini. Donc en fait, souvent, on dit qu'on le voit avec un certain angle dans le ciel. Par exemple, on dit que la Lune fait un demi degré dans le ciel. Voilà. Là, on a un petit schéma avec des exemples, depuis la Terre, la Lune apparaît fait un demi degré en termes de taille. Si jamais on est en Amérique et on pourrait voir la tour Eiffel, ce qui n'est pas le cas, hein, parce que je rappelle que la Terre est ronde, la tour Eiffel ferait 10 secondes d'arc et si on regarderait un homme sur la Lune depuis la Terre, il ferait 0,001 secondes d'arc. Alors on va voir ce qu'est-ce que c'est que ces fameuses secondes d'arc. Alors est-ce que oui, on voit mon curseur. Donc on va démarrer sur les angles. Donc vous connaissez tous que pour faire un tour sur soi-même, c'est 360°, du coup. Donc on va représenter les degrés par cette espèce de petit rond en haut et on va introduire une autre, unité d'angle qui s'appelle les radians. Voilà, et donc 360° égale 2 fois le nombre pi, donc égal à 3,14 et poussière, radians. Voilà. Après on peut diviser les degrés en 60 parties. Et donc on a appelé ça des minutes d'arc. Vous voyez, on met un tilde seulement pour, représenter les minutes d'arc. Et après on peut diviser encore ces minutes d'arc en 60 parties et je me suis coupé de touche, on va obtenir du coup 60 secondes d'arc. Voilà. Donc en gros 1 degré égale 3600 secondes d'arc, donc c'est 60 fois 60, hein, tout simplement. Ça nous donne 3600. Alors je rappelle le nombre pi, hein, qu'on peut représenter avec, cette lettre est égal à 3,14. Alors c'est infini, hein, il y a le nombre de chiffres après la virgule, mais on va s'arrêter à 3,14, ça nous suffira pour ce qu'on a à faire. Voilà.
Donc ça, c'est pour les unités d'angle. Après, on peut prendre les unités de longueur. Donc le mètre, qui est une unité internationale. Donc 1 mètre égale 1000 millimètres. Donc millimètre, c'est l'unité qui est plus petite que le mètre. Et après, si on prend une unité encore plus petite, on peut dire que 1 millimètre égale 1000 micromètres. Puis 1 micromètre égale 1000 nanomètres. Bon, la dernière ligne, je l'ai mis, mais on ne va pas en avoir besoin. C'est 1 nanomètre égale 1000 picomètres. Voilà. Alors, il y a des unités encore plus petites. Et dans l'autre sens, il y a des unités plus grandes. Donc, on peut dire aussi qu'un kilomètre égale 1000 mètres. En astronomie, vous allez voir une unité qui est assez courante, qui s'appelle les UA ou les AU, en fonction de si c'est en anglais ou en français. Donc en français, c'est unité astronomique, donc c'est UA, et en anglais, c'est astronomic unit, et donc c'est AU. Alors du coup, ça correspond à quoi? Alors ça correspond à la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, tout simplement. Et donc c'est égal à 149. Je vais y arriver. Alors, c'est 149 milliards Milliards. 597 millions 870 700 mètres. Voilà, pour être précis. Pas tant qu'on D'accord. parle de maths, pour une fois, on va être plus précis que d'habitude. Donc ça, c'est la distance moyenne si on mesurait la distance qui sépare la Terre et le Soleil sur une année, c'est ça? C'est ça. Parce que l'orbite de la Terre est parfaitement circulaire autour du Soleil, c'est plutôt une ellipse. Et donc si on fait la moyenne de tous les points, c'est la distance qu'on obtient. Exactement. Alors, c'est une distance aussi qui est fixe, alors que la Terre n'est pas forcément toujours stable sur son orbite. Donc, cette distance varie légèrement au cours des différentes années, mais on a fixé cette distance pour plus de simplicité. D'accord. Alors, on va aussi voir une autre unité, donc les AL ou les LY. Donc, les AL, c'est pour années-lumière, et les LY, c'est pour light years, du coup. C'est années-lumière en anglais. Et donc, on va voir que c'est 63 241,077 unités astronomiques. Voilà. Une année-lumière. Et en fait, Ça, c'est tout simplement la distance parcourue par un photon pendant un an. Voilà. ça, D'où le nom ça- d'année-lumière. ça fait à peu près 290 000 kilomètres. 90 millions de kilomètres. Non, je sais. 200... Non, c'est Je sais 200... plus en kilomètres. 290 000. À peu près. Ouais, j'arrondis souvent à 300 000. Sinon, vous multipliez l'un par l'autre, hein. Vous aurez la valeur en mètres, tout simplement. Alors, vous allez peut-être voir une autre unité qu'on va pas se servir, hein, pour l'instant, mais que vous pourriez voir dans certains livres, qui est le parsec, qui est une unité qui est égale à 3,26 années-lumière. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence entre une année-lumière et un parsec. Et en fait, le parsec, c'est une unité qui est définie de façon géométrique. C'est-à-dire que si vous vous mettez à 1 parsec de la Terre et que vous regardez le système solaire, vous verrez la Terre et le Soleil séparés de 1 seconde d'arc. Exactement. Voilà. C'est comme ça qu'est défini le Ah, parsec. d'accord. C'est le schéma que j'ai mis ici. Ça vient de Wikipédia, hein, pour info. Voilà. Mm. Alors, là, on a fait à peu près le tour des unités. Donc, ce qui va nous permettre à chaque fois de passer d'une unité à l'autre, c'est qu'on va soit multiplier, soit diviser en fonction du sens où on veut aller. Si on veut aller des millimètres au mètre, on va diviser par 1000. Si on veut aller du mètre au millimètre, on va multiplier par 1000. Voilà. Ok. Donc ça vient du produit en croix, en fait, en réalité. Alors, du coup, un petit exemple, histoire d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre. On veut convertir la taille de la Lune en radians. Alors, dire oui, mais c'est bien les degrés, pourquoi on veut se faire chier à faire ça en radians? C'est bizarre. Oui, mais c'est une unité qu'il faut utiliser quand on veut faire des calculs géométriques. On peut pas utiliser les degrés. Voilà. Du coup, souvent, on est obligé de convertir les angles en radians pour pouvoir les utiliser dans des équations.
Donc c'est utile de savoir le convertir. Donc pour convertir, on voit notre carré, on a 360 degrés qui correspond à 2 fois pi radian. Donc nous, on cherche à combien égale 0,5 degrés en radian. Donc on cherche x. Mhm. Donc si on cherche x, on va prendre le 0,5, on va le multiplier par 2 fois pi, et après on va le diviser par 360, comme tout à l'heure, dans le schéma. Ok. Et donc là on a 0,5 fois 2 fois pi divisé par 360, et on obtient 0,0087 radians. En même temps, j'en profite pour introduire ce qu'on appelle la notation scientifique. Vous voyez que c'est pas pratique, il y a 3 zéros, on peut facilement se tromper, en rajouter un 0 ou en oublier un, et du coup le calcul n'est plus bon. Donc pour se simplifier la vie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de zéros, donc là on en a 3, et ce qu'on va faire, on va garder que la partie sans les zéros, et ça fait 8,7 fois 10 puissance moins 3 radians. Donc 10 puissance moins 3, ça veut dire 0,001. Et donc on fait 8,7 fois 0,0001 du coup, et ça nous donne du coup le chiffre ici. Mhm. Pour la notation, vous verrez plusieurs notations différentes. Donc 1000, on peut dire que c'est 1e3 ou c'est 10 puissance 3. 1 exposant 3 ou 10 puissance 3. C'est ça. Et alors pour 0,001, c'est 1 exposant 3 ou 10 puissance moins 3. Voilà. Alors, vous pourrez aussi voir cette numérotation. Si on fait 1 sur quelque chose, on peut le représenter par quelque chose puissance moins 1. Mm. Voilà. Ça va être très pratique pour parler des unités tout à l'heure. Tout à fait. Alors, maintenant qu'on a vu un peu de maths, on va dire, on va passer un peu sur de la géométrie. Voilà, comme si c'était pas assez dur comme ça. Ah, on aura tout révisé ce soir. C'est ça. On va s'arrêter au triangle rectangle qui va en gros nous servir pour la plupart de ce qu'on a à faire. Le triangle rectangle, on peut définir 3 côtés. Donc l'hypoténuse, le côté opposé à l'angle, du coup, qui est Mhm. cet angle-là, et le côté adjacent, donc le côté qui touche l'angle. Mm. Voilà. Alors, une fois qu'on a ces 3 dimensions, on peut définir un opérateur mathématique qu'on appelle le cosinus, et on peut dire que le cosinus d'un angle, c'est égal au côté adjacent, donc la longueur adjacente, divisé par la longueur de l'hypoténuse. Voilà. Le sinus, c'est on remplace l'adjacent par l'opposé. Voilà. Et le tangente, en fait, c'est cosinus divisé par sinus. Vous enlevez les hypoténuses et il reste que opposé sur adjacent. Voilà. Et il y a un Ok. truc qui est vachement bien en astro, c'est qu'on travaille avec des petits angles. Et vu qu'on travaille avec des petits angles, on peut faire un truc simple. On peut dire que la tangente d'un angle est égale à l'angle, en fait. Et ça, c'est très pratique. Ah, Ça simplifie une beaucoup approximation. l'équation. C'est ça, c'est une approximation, on est d'accord. Alors, cette approximation, je ne vais pas la faire dans les calculs à chaque fois. Pour comme ça, vous aurez les calculs exacts, du coup, qui seront du coup applicables dans n'importe quelle situation. Mais sachez que si par exemple on parle d'un objet observé avec un télescope ou une lunette, l'angle devient de toute façon tout petit et on peut faire cette approximation. Par contre, si vous prenez un objectif photo, l'angle n'est plus forcément petit. Et donc, cette approximation devient un peu bancale. Voilà. D'accord. Du coup, maintenant qu'on a vu tous nos outils, on va pouvoir voir le premier calcul. Bon, c'est une division, donc ça devrait aller pour l'instant. Et ce premier calcul, on appelle ça le rapport d'ouverture. Alors, le rapport d'ouverture, à quoi il sert? Alors déjà, comment il est représenté souvent? Il va s'appeler le rapport F sur D, où vous allez l'avoir écrit F sur X, X étant le rapport, ou 1, 2 points X, X étant le rapport. Du coup.
Souvent sur les objectifs photo, c'est marqué comme ça, 1, 2 points X. Alors attends, là, moi, tu m'as perdu parce que F sur D, Ouais, c'est un rapport, on est d'accord? ouais, Et tu me dis que F sur X, X, c'est le rapport. oui, c'est ça, c'est un peu bizarre comme notation, j'ai jamais compris Ouais, pourquoi on notait ça comme Ah ça, ouais. mais d'accord, OK. si par exemple il y a un télescope, ouvert à avec un rapport d'ouverture à 5, on peut voir marqué F sur D égale 5 ou F sur 5 ou 1, 2.5. Ouais, Voilà, tout à fait, ouais. C'est vrai que c'est un petit très peu bizarre, mais pratique. bon. Mais en tout cas, c'est les 3 notations que vous verrez. Les objectifs photo, c'est le dernier, c'est 1, 2.5. Voilà. Mmh. Alors ce rapport d'ouverture, il est très pratique parce qu'il va en fait nous permettre de connaître la luminosité d'un objet dans un télescope. Alors, je m'explique. Mais il va être inversement proportionnel, sinon ça serait trop simple. C'est-à-dire que quand le rapport augmente, la luminosité diminue et C'est-à-dire que inversement. plus Ouais, plus le chiffre est grand, moins l'objet qu'on va regarder dans l'oculaire sera brillant. c'est ça. Mais attention, ça ne concerne que la luminosité de l'objet et seulement la luminosité de l'objet. On va pas parler avec le rapport d'ouverture de taille d'objet, par exemple. Mmh, Voilà. tout à fait. Mmh. Ça, c'est important et vous allez voir l'exemple que j'ai mis juste en dessous. Donc pour calculer, rien de plus simple, on prend la focale et on le divise par le diamètre. Attention, avec les mêmes unités. Si votre focale est en millimètres, il faut que le diamètre soit en millimètres. Si c'est pas le cas, vous pouvez utiliser la table de conversion qui est avant. Donc par exemple, sur un Newton 150 sur 750, c'est souvent affiché comme ça dans le commerce. On met d'abord le diamètre et après la focale. On aura 750 divisé par 150 et ça nous donne 5. Voilà. Alors, je crois qu'il faut préciser c'est quoi la focale exactement. Parce que le diamètre, on voit à peu près. Le diamètre, bah, c'est le diamètre du miroir ou de l'objectif. Mais la focale, est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce que c'est la focale? Alors la focale, je vais expliquer simplement parce que je vais surtout vous renvoyer à l'autre live d'avant Mhm. où je l'ai expliqué beaucoup plus en détail. Mais la focale, c'est la distance à laquelle on concentre la lumière. Voilà. C'est-à-dire, c'est la distance qui sépare l'objectif ou le miroir du point où la lumière est concentrée. C'est-à-dire, c'est l'endroit où Exactement. l'objectif ou le miroir, pardon, concentre la lumière. Donc ici, c'est un 750-150. L'objectif, donc le miroir et ce point sont séparés de 750 millimètres. Exactement. Ok. C'est quasiment entre le point du miroir primaire pour l'occasion d'un Newton jusqu'au plan focal de la caméra, c'est ça? C'est ça. Alors avec un petit angle, voilà. Mais après, avec certains autres types de télescopes que des Newton, ça peut être plus compliqué de voir cette distance focale. Oui. Alors j'ai pris un petit Ok. exemple assez marrant, c'est de se dire que l'héritage N150, qui Mhm. est en 150 sur 750, qui vaut que 329 €, hein, qui coûte pas très très cher au final. Mhm. En fait, il vous permettra de voir les objets avec la même luminosité que le Stargate 500P de Skywatcher aussi, qui fait 508 millimètres de diamètre, mais qui a Ouais. 2 mètres de focale. Qui est quand même un énorme miroir et un prix C'est ça. intéressant. Et ça qui est drôle, c'est de se dire: «OK, j'ai un énorme télescope». Dans ma tête, je me disais: «C'est sûr, l'objet est plus lumineux». Voilà. Et ben c'est pas forcément le cas. Si on regarde juste le rapport d'ouverture. Et c'est ça qui est important, c'est il faut regarder seulement le rapport d'ouverture. Mhm. Et c'est pour ça que j'ai mis un grand mais après pour vous dire que Tada! quand Mais même donc pourquoi? le Stargate, est quand même plus puissant. Et alors pourquoi? Parce que du coup, il faut prendre en compte aussi les 2 autres paramètres, le diamètre et la focale. Quand vous allez regarder un objet dans le gros Dobson, vous allez en fait naturellement avoir l'objet plus gros, du coup. Il grossit plus. Parce que la taille de l'objet sera proportionnelle à la focale. Plus la focale augmente, plus on grossit. C'est ça. Et du coup, vous allez avoir l'objet avec la même luminosité, mais par contre, il sera beaucoup plus grand dans le Dobson, dans le grand Dobson que dans le petit Dobson. Mhm. Voilà. Et donc si jamais on ne change pas la focale, on passe
mais du coup on change seulement le diamètre, on voit bien qu'avec un petit diamètre, on a un objet peu lumineux, mais avec un grand diamètre, on a un objet très lumineux. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Si jamais on ne change pas la focale, mais qu'on augmente le diamètre, et ben en fait, on diminue du coup le rapport F sur D. Et C'est du une coup, division de l'objet l'un par devient l'autre. plus lumineux. Voilà. Mmh. C'est une Est-ce petite observation hem, assez drôle. que c'est en rapport justement, parfois on entend des termes, d'avoir un télescope rapide. Est-ce que c'est en Exactement. rapport avec ça? Oui, là, en fait, la rapidité, on utilise ce terme en photo et en fait, c'est de se dire, on aura un objet aussi lumineux sur notre photo Mmh, avec, un temps de pause plus court, si le rapport FD est plus petit. Voilà. d'accord. Par exemple, si on reprend nos 2 exemples, sur l'héritage 150-750, peut-être que pour avoir Orion bien visible sur une photo, il faudra peut-être faire 1 minute de temps de pause. Alors que sur le et avec le Stargate, on aura Orion beaucoup plus grand, mais il faudra aussi 1 minute de temps de pause pour l'avoir avec la même luminosité. Mmh. Par contre, si on prend un télescope avec un rapport d'ouverture beaucoup plus petit, bah, il faudra peut-être que 10 secondes pour avoir Orion avec la même luminosité. Mmh. Mmh, Alors, on a parlé un peu de rapport d'ouverture. Pour pouvoir parler du suivant, il me faut juste que j'introduise un terme, alors que j'ai déjà parlé dans des lives précédents, mais je le réintroduis, c'est le spectre de la lumière. Donc la lumière que vous avez autour de vous est constituée de photons, qui sont des petites particules qui ont une certaine énergie. Et on peut dire aussi que c'est une onde avec différentes énergies aussi. Si on prend un prisme ou un CD ou un réseau et qu'on diffracte la lumière, en fait, on va séparer les différents photons avec les différentes énergies et on va se retrouver avec l'arc-en-ciel qu'on peut voir régulièrement. Donc, dans le cadre de l'arc-en-ciel naturel, c'est les gouttes d'eau qui, en fait, vont servir de prisme et séparer la lumière. Ça, Donc en fait, diffracter la lumière. quand on dit diffracté ou séparé, ça veut dire on décompose les éléments constitutifs de la lumière blanche. Dans la Mhm. lumière blanche, elle est composée de lumière de différentes longueurs d'onde, qui sont, lorsqu'elles sont ensemble, ça donne de la lumière blanche, en tout cas à l'œil. Mais par contre, lorsqu'on les décompose avec d'un spectre, on peut voir chacun des éléments qui composent la lumière blanche. Et c'est ce qu'on a sur ton illustration là, par exemple. Exactement. Et on voit d'ailleurs que la partie visible, donc accessible à nos yeux, est une toute petite partie de la lumière. Les ultraviolets, les rayons gamma, les rayons X, les radars, etc. Ah ouais, infrarouge, micro-ondes, tout ça c'est de la lumière. Donc nous, on va s'intéresser au centre à peu près de la lumière visible, qui est le vert, du coup la couleur verte, et qui a une longueur d'onde de 560 nanomètres. Je rappelle, une nanomètre, ça correspond à un millionième de, de mètre. 2 mètres, ouais. Donc c'est 1 mètre divisé par 1 million. Et donc tout à l'heure, on disait que le photon est une particule et une onde. C'est là Mhm. qu'on retrouve le côté onde, une onde qui est dont les deux creux dont les deux pics sont séparés de 560 nanomètres. Mais là, on rentre déjà dans des trucs un peu plus complexes. C'est ça. Mais voilà, je voulais juste vous introduire ça pour que vous sachiez mmh, d'où vient la longueur d'onde qui rentrera dans les calculs après. Heu, une autre petite chose que je dois vous introduire, c'est qu'on utilise des capteurs couleur ou noir et blanc. Bon, le truc à droite, on verra après. Et dans vos capteurs, donc c'est un peu l'image qu'on a en haut, en fait, vous avez 3 couches. Donc vous avez la partie capteur qui est la partie en bas. Par-dessus, on va mettre, ce qu'on appelle une matrice de Bayer. Donc c'est en fait un ensemble de filtres qui va filtrer la lumière soit en bleu, soit en rouge, soit en vert. Et par-dessus, on a des lentilles, mais bon, c'est pas forcément important maintenant. Les capteurs noir et blanc n'ont pas cette matrice de couleurs. Donc
Donc il laisse sur chacun des pixels, chaque pixel reçoit toute la lumière, quelle que soit la couleur de la lumière. Alors que sur un capteur couleur, on va avoir un pixel en général qui va recevoir du rouge, un pixel du bleu et 2 pixels du vert. Alors pourquoi il y a plus de pixels qui reçoivent du vert? C'est pour une raison assez simple, c'est que notre œil étant plus sensible dans le vert, les capteurs veulent avoir une image qui représente ce que nous on voit. Voilà. Et donc, vu qu'eux ils sont pas particulièrement plus sensibles dans le vert, contrairement à notre œil, mais en fait on va simuler notre œil en mettant 2 pixels verts. D'accord, donc voilà, donc Heu le capteur va capter plus de vert pour faire un peu comme l'œil humain. C'est ça. Alors du coup, qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'un capteur de noir et blanc qui ferait 4 pixels, bah, il verrait 4 informations différentes. Et à la fin, quand vous avez votre image sur votre ordinateur, vous avez 4 pixels différents. Alors que pour le pour le capteur couleur, en fait, pour voir votre image en couleur, le capteur va prendre le pixel rouge, le pixel bleu et les pixels verts et les ajouter ensemble pour donner une sorte de super pixel qui contiendra du coup l'information sur les 3 couleurs, mais qui va du coup nous faire disparaître en fait l'information, qu'on dit spatiale, donc les différences entre chacun des pixels. Voilà. Donc ça veut dire que dans un capteur couleur, en réalité, on associe les pixels par 4 en un seul et grand pixel. Ça va avoir D'accord, son importance un peu après. Alors il d'accord, existe, voilà, je le dis vite fait, il existe, des capteurs qui ont une autre matrice. C'est pas une matrice de Bayer, ça s'appelle True Sense Sparse. Voilà, bon bref. Où c'est à la fois des pixels qui voient toutes les couleurs et à la fois des pixels de couleurs, qui voient seulement quelques couleurs. d'accord. Ça apparemment c'est D'accord. censé améliorer la réponse en couleurs, enfin bref. Et utilisé en astronomie, Ouais, également? Peut-être en astro-pro alors peut-être? alors, c'est l'astro, on va dire semi-pro, à ce niveau-là. D'accord, Il y a qu'une seule marque et il y a que 2 caméras qui l'ont. oui. D'accord, parce que c'est vrai Dans tout qu'en ce que j'ai trouvé. en astronomie pro, on a plus tendance à utiliser des caméras noir et blanc. Oui, principalement, hein. D'accord, ok. Alors ça, d'ailleurs, pour ceux que Mmh. ça intéresse, si vous allez sur la chaîne YouTube Astro-FR, il y a une vidéo sur les capteurs des Oui, appareils photo et des caméras qu'on a fait, que vous retrouverez là. C'est une vidéo qui dure pas mal longtemps, mais qui est assez intéressante, qui vous explique tout ce que vous avez besoin de savoir sur la lumière, les longueurs d'onde, les capteurs des caméras et des appareils photo. c'est ça. Là, on passe assez vite fait, mais parce qu'on n'en a pas forcément besoin en entier, mais ça sera beaucoup plus exhaustif. Voilà. Effectivement. Alors, du coup, en parlant de tout ça, maintenant on peut en arriver à ce qu'on appelle le pouvoir de résolution ou on peut appeler aussi le pouvoir séparateur. Alors, c'est très bien représenté par ce petit gif, du coup. Hem, alors c'est un truc que j'ai trouvé sur Wikipédia qui est au final très, très bien. Mmh. Heu, En gros, ça va correspondre à la capacité qu'a votre télescope à pouvoir séparer 2 objets proches. Si jamais ils sont trop proches, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas voir la différence entre les 2 objets, donc ça c'est le cas de tout en bas, vous êtes sous la limite de résolution de votre instrument. Et si jamais par contre vous êtes capable de discerner les 2 objets, comme le cas du haut par exemple, vous êtes du coup au-dessus de la limite de résolution. Voilà. Donc la limite de résolution, elle va être définie par quoi en fait? Elle va être définie principalement par le diamètre de votre télescope. Plus votre télescope a un grand diamètre et plus il pourra avoir des détails petits. Et donc plus il sera capable de séparer 2 étoiles par exemple, très proches l'une de l'autre. Alors on parle pas d'atmosphère là. Ça rentrera plus tard. Non, Voilà. c'est Pour clair. l'instant, on parle en théorie. Alors, il existe 2 critères de 2 mathématiciens, qui du coup ont été hein, ont été conçus et donc ces critères
La seule chose qui change, c'est le chiffre que vous avez devant, en fait, et qui va définir du coup la résolution, donc la capacité à séparer 2 objets de votre instrument. Donc si on se base sur le critère de... Je sais Schuster? jamais comment ça se dire. Comment tu dis? C'est Schuster, ouais. Schuster, je Schuster. Schuster? pense. Schuster, ouais. On voit qu'on doit faire 2 fois 44 fois lambda, donc lambda c'est la longueur d'onde à laquelle on veut observer, divisé par le diamètre du télescope. Attention, lambda et le diamètre du télescope doivent être dans la même unité, sinon ça ne Et fonctionne oui. pas. Or lambda, tout à l'heure, on parlait de nanomètres, alors que le diamètre, souvent, c'est exprimé en millimètres. Donc il va falloir soit diviser lambda pour arriver à des millimètres, soit multiplier Multiplier. Non, le l'inverse. diamètre pour arriver à des... Euh, non, il faudrait que tu divises le diamètre et que non, je crois que c'est l'inverse, ou pas? Je sais Ouais, plus. non, Ah, c'était tu bon, je pense. multiplies le diamètre pour arriver à des nanomètres. Du coup. Si tu veux aller des millimètres au nanomètre, faut que tu multiplies. Oui, il faut que Rajoute tu des zéros. multiplies, C'est d'accord, ça. oui, tout à fait, oui. Oui, d'accord, ok, je l'ai. Et voilà. Donc on voit que le critère de Schuster, bon bref, il est Lui, là, pas, c'est pas un critère qui est, comment dire, comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce que très tu cherches large. à exprimer? Oui, c'est pas un Précis, critère très exigeant, voilà. très exigeant, C'est-à-dire d'accord, que ok. là, on voit clairement à l'œil nu qu'on est bien, que nos 2 objets sont séparés. Voilà. D'accord, mais du coup, le fait qu'ils soient Mmh. séparés, qu'est-ce que ça a à voir avec la formulation de Schuster? Plus par, enfin, c'est juste que ton télescope, il a un meilleur pouvoir de séparation, ça n'a rien à voir avec le Gus qui a inventé la formule? Si? J'ai rien compris. Alors, ce qui va définir ton pouvoir de séparation, c'est à partir de quel moment tu considères que 2 objets sont séparés. Est-ce D'accord, ok. que c'est dans le cas numéro 3 où on voit à peine une séparation entre les 2 objets? Ou est-ce que c'est quand tu vois vraiment deux étoiles totalement séparées, en fait? Et ça, c'est un critère, on va dire, qui peut plus ou moins être arbitraire, Mmh. qui va définir ça, en fait, du coup. Et donc c'est à toi de choisir quels critères tu considères être, pour toi, 2 objets totalement, séparés. Donc là, tes formules à droite, elles vont te donner un X qui est une valeur en radians. Mmh. Qui C'est une correspond à valeur, un angle. un angle L'angle entre de ces... séparation. Donc Ouais, ça correspond à l'angle entre les deux objets que tu regardes? exactement. D'accord, ok. D'accord. Donc pour Schuster, 2,44 par la longueur d'onde divisé par le diamètre, ça te donne l'angle en radian qui sépare les deux objets. Exactement. C'est quoi? C'est l'angle maximum, c'est-à-dire c'est la séparation maximum que tu puisses avoir? Oui. C'est un maximum, on est d'accord? En dessous, cet angle-là, on va Ouais, considérer que les objets ne sont plus séparés, du coup, selon d'accord, le ok. critère de Schuster. Voilà. D'accord, ok. Alors, en général, on va se servir principalement du critère de Rayleigh, c'est le critère qui sert le plus. Mhm, Les astrophotographes, planétaires se servent souvent du critère de Sparrow, voilà. Parce qu'ils peuvent potentiellement aller plus loin au niveau optique. mhm. Alors bien sûr, ça va être, perturbé par l'atmosphère qui va avoir tendance à mélanger les 2 objets. Ça va être perturbé par la qualité de l'optique aussi. Si, le télescope est de mauvaise qualité, bah, il va potentiellement, mélanger les 2 objets et on n'aura pas toute la résolution accessible. Ça, c'est des Donc, chiffres théoriques. voilà, ça c'est théorique si on n'avait pas Ouais, d'atmosphère, si on était dans la meilleure condition possible. exactement. Donc D'accord. optique parfaite et pas d'atmosphère. D'accord. Donc Alors ces valeurs-là, ça te donne le pouvoir de séparation de ton télescope exactement, selon l'une ou l'autre des trois méthodes que tu choisis d'appliquer. exactement. D'accord. Alors, je vous ai fait une version simplifiée. Si on veut x en arc seconde, donc je rappelle une arc seconde, c'est 1/3006 centième de degré. Voilà, c'est une unité Mhm, qui est très utilisée en astronomie parce qu'on observe de petits objets. mhm. Bah, en fait, on a juste à faire 140 divisé par le diamètre de notre télescope en millimètres. Voilà, ça simplifie vachement le calcul.
Alors là, c'est si on utilise le critère de Rayleigh et si on est sur une longueur d'onde de 560 nanomètres. Voilà. D'accord. Si vous utilisez une autre longueur d'onde, il faudra pas utiliser ce calcul, du coup. Et si vous n'utilisez pas le critère de Rayleigh, il faudra aussi pas utiliser ce calcul. Voilà. D'accord. Si vous voulez retenir une formule, c'est quand même mieux de retenir les vraies formules, mais vous pouvez au moins retenir celle-ci qui simplifie le calcul. C'est comme ça qu'on voit que si on utilise un télescope qui a 140 millimètres de diamètre, heu, on aura une résolution, du coup, de 1 arc seconde. Voilà. OK. Alors, on a vu le pouvoir séparateur d'un instrument, donc ça ne dépend pas du capteur que vous allez utiliser, ça dépend exclusivement du diamètre de votre instrument. Si Et vous de changez la la longueur focale, d'onde? ça change rien. Par contre, ça dépend aussi de la longueur d'onde. Effectivement, Ah, dans le rouge, vous aurez un pouvoir séparateur moins grand que dans le bleu. Voilà. mmh, Alors, rajoute encore un truc, donc l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, ça va surtout, parler, hein, aux astrophotographes ou aux futurs astrophotographes. Ça va être très important pour eux, ça va leur permettre de savoir quel capteur choisir. En gros, ils vont choisir d'accord. leur Ah, capteur pour avoir un bon échantillonnage de leur image. d'accord. Alors du coup, c'est quoi? Ça correspond à quoi l'échantillonnage? Alors, l'échantillonnage, ça correspond à, heu, comment je pourrais le résumer? C'est vrai que j'ai pas mis de petit texte, cette fois-ci. Heu, Alors l'échantillonnage, ça correspond au nombre de points de mesure que vous faites pour une chose que vous voulez mesurer. Voilà. Donc, par exemple, si jamais je prends une image, si jamais je prends une image devant moi, je prends une photo, je vais échantillonner cette photo, c'est-à-dire que je vais faire plusieurs points de mesure et chaque point de mesure, en fait, correspond à un pixel, en fait, donc de ça mon veut dire capteur. en gros, est-ce qu'on peut dire que l'échantillonnage, ça correspond à la résolution de l'image en pixels, comme on parle pour les appareils photo ou les téléphones de tant de millions de pixels et cetera? Oui, on peut dire ça comme ça, oui, c'est Non, ça c'est non, c'est tu pas très tu pas convaincu. Alors est-ce que ça veut dire non, mais que est-ce c'est une que bonne approximation. est-ce que si je fais une grille, donc chaque point de la grille est un pixel et si je l'applique sur la photo, on prend la Lune par exemple. Donc je fais une photo de la Lune, donc j'applique ma grille. Donc ma grille, on va prendre un exemple un petit peu bête et fait 500 points sur 500, 500 de large sur 500 de haut. Est-ce que je peux dire que ça, c'est mon échantillonnage? Alors, ton échantillonnage, ça sera le fait que tu as 500 points de mesure sur la Lune, du coup, D'accord. par unité de longueur. En fait, c'est un rapport, en fait, ton échantillonnage. C'est un rapport entre la taille angulaire de Taille l'objet. angulaire, ouais, D'accord, Par donc rapport à ton entre le nombre de le points, nombre de en fait. pixels. d'accord, OK. Voilà. Si tu as mis Donc 500 pixels pour, quadriller la Lune en longueur, du coup, mmh bah, tu peux dire que tu as, donc la Lune, c'est 0,5°, donc tu as 0,5° divisé par 500 500 pixels. pixels. Voilà. d'accord. Voilà, donc on en revient aux degrés, aux unités de degrés dont on parlait au début, qui servent à mesurer la taille apparente d'un objet dans le ciel. Donc la Lune fait 1/2 degré de taille apparente dans le ciel et c'est la taille, sur cette taille que je vais apposer sur laquelle je vais apposer, ouais, en quelque sorte, mon capteur. Et en fait, la Lune, l'image de la Lune va se former sur mon capteur. Elle va faire une certaine taille et mon capteur va avoir un certain nombre de pixels et donc ça représente, l'un sur l'autre représente l'échantillonnage. Est-ce que je dis des conneries ou est-ce que j'ai dit un truc, Non, sensé? ça m'a l'air bon, du coup. Bah, de toute façon, on va continuer, hein. Le but, D'accord. c'est justement de voir un peu à quoi quel outil on a besoin pour parler de l'échantillonnage et à la fin de vraiment parler de l'échantillonnage. Alors tout d'abord, là, je vous ai représenté du coup
une lunette. Donc on a notre objet qu'on veut prendre en photo qui est à l'infini. Donc les rayons sont parallèles. Après, ils convergent grâce à la lentille de la lunette à une distance qui s'appelle la distance focale. Et ça arrive à un point, du coup, qui s'appelle le Mhm. point focal. Qu'est-ce que j'ai mis Pour Alors, créer le nous, capteur. ce qui va nous intéresser dans notre cas, ça va être de connaître. Donc là, ici, on met un capteur. Mhm. D'ailleurs, pourquoi il a sauté? Bref. Il était là, le capteur, quand j'ai fait les D'accord. slides tout à l'heure. J'avais mis un capteur à cet endroit-là. Il y a plein de trucs qui ont sauté d'ailleurs. Bon, bref, c'est pas grave. C'est ça de finir les slides à 4h du matin. Ah, on l'a vu là, Voilà. regarde, on Ouais, voit ouais. là. Ah d'accord, il a gardé L'animation. J'avais une mes animation. animations. Ah merde. C'est pas ça que je voulais. Bref. Du coup, le capteur qui est ici, donc toute notre image en fait va se former au niveau du capteur. Donc on Mhm. va avoir notre image de notre étoile au niveau du capteur. Ce qui va nous intéresser, c'est de savoir combien de pixels, sur combien de pixels on va étaler notre image de notre étoile. Est-ce qu'on va le D'accord. mettre sur 1 pixel, sur 2 pixels, sur 15 pixels, sur 45 pixels? Voilà. Donc sur quelle On n'en sait surface rien. sur quelle surface elle est projetée par C'est la ça. lentille? Et ça, on n'en sait rien. On peut pas le deviner. Du coup, il faut faire un calcul pour savoir. Et donc pour ça, attends, je vais faire un truc. Voilà. Je vais passer comme ça, parce que sinon, on va rien comprendre. Il manque la moitié de l'info. Et hop. Surtout Voilà. qu'on voit les jeux, en bas, on voit les jeux que tu télécharges. Ah oui. Hop, voilà. C'est invasif ces trucs. Alors du coup, voilà notre schéma un peu plus compliqué. Donc quand on a une étoile donc l'objet qui est au milieu, il arrivera au milieu du capteur et l'objet qui est un peu sur le côté, donc par exemple le haut de l'étoile, va arriver un peu à côté du centre, du coup. Donc Mhm. l'image est inversée. Ce qui était en haut arrive en bas. Voilà. Et donc cette distance entre le centre et le bord, on va l'appeler la distance A. Voilà. Et ce qu'on peut voir, c'est que là, si on prend le trait bleu et le trait rouge, en fait, on obtient un triangle rectangle, du coup. Mhm. Et on se retrouve avec notre triangle rectangle de tout à l'heure. Voilà. Hop, on va se mettre comme ça sur le côté. Donc voilà notre triangle rectangle. Donc on a notre angle de tout à l'heure. Là, on a la distance A. Et là, on a du coup la focale. Donc le côté adjacent, ça correspond à la focale. Le côté opposé correspond à la distance A. Donc si on dit que la distance A, ça correspond à la taille d'un pixel, par exemple, on peut du coup calculer l'angle A, enfin l'angle qui est ici, du coup, Mhm. qui sera en fait du coup l'angle, donc la représentation de notre pixel sur le ciel. Voilà. Donc la Mhm. projection Mhm. de notre pixel sur le ciel. Et donc pour calculer cet angle, on utilise les formules qu'on a vues tout à l'heure avec la tangente. On sait que la tangente de alpha, que cet angle je l'ai appelé alpha, comme sur, comme sur le schéma ici. Voilà. La tangente de alpha, c'est égal à A, donc le côté opposé, Mhm. divisé par la focale, le côté adjacent. Voilà. Donc attention, c'est ce que j'ai mis, à bien mettre les deux en mètres, ou les deux en millimètres, ou les deux en micromètres, bref, qu'ils aient la même unité. Sinon, ça fonctionne pas. Voilà. Mhm. Et vu qu'on a un angle petit, on peut dire que tangente alpha égale alpha. Voilà. Et donc, on peut dire que l'angle qui nous intéresse en radians, attention, Mhm. est égal à la taille du pixel divisé par la focale de notre instrument. D'accord. Et on peut simplifier la formule en disant que l'angle, c'est égal à 206 fois A en micromètres, parce que la plupart des capteurs, leurs pixels, c'est en micromètres, Mhm. divisé par F, la distance focale, exprimée en millimètres, comme vous voyez principalement sur les sites de vente de télescopes. Voilà. Ouais, tout à fait. Alors 206, ça vient d'où? Ça vient en fait de la conversion de Les unités. radians Ouais. en
degrés, En arc, puis en degré, en ouais. arc seconde. D'accord, ok. Alors, je me suis toujours demandé d'où ça venait, parce que c'est vrai que c'est un chiffre qu'on voit de temps en temps. Et Mhm. d'accord, ok, bah, maintenant je comprends. Voilà. Alors, ce que je mets aussi, c'est que, bon là, je vous ai parlé d'un pixel, que A, c'était un pixel, mais A, ça peut être aussi la taille de notre capteur en entier. Et donc, si on prend la A comme la taille de notre capteur en entier, en fait, si on refait le même calcul, donc là, le capteur, ça va plutôt être des millimètres que des micromètres, Mhm. on se retrouve du coup pas avec la taille la projection du pixel dans le ciel, mais la projection de notre capteur dans le ciel. Et ça, on appelle ça le champ de vue de notre capteur. Ça correspond à la taille du ciel qu'on va pouvoir imager. D'accord, c'est-à-dire tout la partie du ciel qui va rentrer dans notre capteur. C'est ça. Donc A, là, c'est dans l'exemple, on parlait surtout pour un pixel, mais en fait, en réalité, vous pouvez mettre la taille de votre capteur, ça marchera aussi. D'accord, Voilà. Bien sûr, ça donnera un angle plus grand. évidemment. C'est normal. Le capteur est plus grand que les pixels. Voilà. Ok. Alors, je vais repasser en mode présentation. Hop, on reswitch. Voilà. Tac. Donc on arrive à l'échantillonnage à proprement parler. Avant, du coup, on a parlé de la taille d'un pixel sur le ciel, on a parlé hop, oui, voilà, taille des pixels sur le ciel, donc on a vu un petit calcul grâce à la tangente. Et du coup, maintenant qu'on a ces outils, on va pouvoir parler de l'échantillonnage en soi. Donc, j'ai essayé de faire une phrase pour décrire ce que c'est que l'échantillonnage. Alors, bon, dans ma tête, c'était clair, mais D'accord, alors on va je voir sais que ça. c'est pas forcément toujours clair pour tout le monde. Donc Ouais, l'échantillonnage, d'accord. c'est vous voulez faire une mesure, du coup, de n'importe quoi, on s'en fout de ce que c'est. Heu, Là, c'est une définition générale, c'est-à-dire que ça oui, c'est s'applique à ça, tout ce qu'on échantillonne. À chaque fois qu'on prend des échantillons de quelque chose. c'est ça. Et du coup, l'échantillonnage, c'est ça, c'est prendre des échantillons de différentes tailles. Donc plus vous allez prendre des petits échantillons et plus vous allez avoir un échantillonnage fin, du coup. Et donc, si on met ça par rapport à une image et des pixels, bah, plus vos pixels seront petits et plus vous allez Échantillonner. échantillonner finement votre objet, en Mhm. fait. Et donc voir potentiellement des détails plus petits. Mais Voilà. je crois que, enfin, l'exemple de la grille de tout à l'heure, il était pas trop mal parce que Oui, oui. tu imagines une image, l'image de la Lune, et tu mets une grille dessus, sachant que tous les points de la grille vont avoir la même couleur. Si tu as une grille de 10 points, tu vas pas voir beaucoup de détails sur la Lune. Non, On rappelle que chaque point de la grille, chaque carré de la grille a la même couleur. Par contre, si tu as une grille de 10 millions de points, évidemment, tu vas avoir plus de... L'image va être plus définie, mieux définie. exactement. Plus fine, la grille plus fine, l'image plus fine. Voilà, la grille plus Voilà. fine. Voilà. Et du coup, il y a un monsieur qui s'appelle Shannon qui a Mhm, inventé une loi, du coup, la loi de Shannon, mhm. voilà, et en fait qui décrit comment bien échantillonner un objet. Alors, ça peut être, un signal sonore, ça peut être, mais ça peut être aussi une image, voilà. Et ce qu'il dit, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins 2 points de mesure par unité de détail. C'est-à-dire, par exemple, si votre télescope est capable, on en revient au pouvoir séparateur. Si par exemple j'ai un télescope de 140 millimètres de diamètre, donc le plus petit détail qu'il est capable de voir fait 1 arc seconde. Mhm. Hop, on revient, voilà, l'échantillonnage. Donc si on suit cette loi, on peut dire qu'il faut qu'on ait au moins 2 pixels par arc seconde, au minimum. C'est-à-dire vraiment il faut D'accord. plus même que 2. C'est-à-dire il faut au moins 2,1 pixels par, par arc seconde. Et là, Si... on va respecter Shannon, du coup. D'accord. Si Donc on veut là, on voir peut, des détails, ouais, si on veut voir des détails, c'est le minimum qu'il nous faut. bah, voilà, c'est ça. Si on veut être sûr de voir ces détails-là. Si on si on respecte pas ça, on pourra pas dire: «OK, le détail que je vois, il fait 1 arc seconde». Ce sera pas possible. Mhm. On peut voir des choses qui nous feront penser à ça, mais on peut aussi se retrouver avec des effets un peu bizarres qui fait que, en fait, les détails qu'on voit n'existent pas. Voilà. D'accord, ok. Avec des parasites.
Avec des artefacts. Et alors du coup, si on a moins de 2 mesures par le détail qu'on veut observer, du coup, on va être ce qu'on appelle en sous-échantillonnage. Et si on a plus de 2 mesures, on va être en suréchantillonnage. Et il vaut mieux évidemment être en suréchantillonnage qu'en sous-échantillonnage. Exactement. Et donc, Et j'ai mis ouais? non, je sais, enfin, il doit avoir aussi certains inconvénients, astrophoto aussi sur le suréchantillonnage, et même d'ailleurs d'autres, je pense. Oui, oui. Alors, je vais lui donner des petits exemples. Donc, j'ai un événement qui arrive toutes les 3 secondes. Je sais qu'il arrive toutes les 3 secondes. Voilà, je sais que physiquement, ça doit arriver comme ça, mais je veux le mesurer, du coup. Et je veux l'observer, du coup, l'enregistrer. Donc pour pouvoir observer correctement cet événement, il va falloir que je fasse au moins 2 mesures toutes les 3 secondes. Il va falloir que je fasse plus de 2 mesures exactement, toutes les 3 secondes. Donc par exemple 3 mesures par seconde, toutes les 3 secondes. Donc ça veut dire à peu près 1 mesure par seconde. Voilà. Si je fais 3 mesures toutes les 3 secondes, ça fait 1 mesure par seconde. Voilà. Et donc si je fais ça, là, j'aurai échantillonné correctement mon signal que je veux observer. Donc, si on prend après plutôt un détail spatial, donc si on a un détail qui fait 1 arc-seconde, alors il faudra plus de 2 mesures pour pouvoir espérer enregistrer ce détail. Et donc il faudra que du coup j'ai une mesure toutes les 0,5, enfin moins, enfin une mesure espacée de moins de 0,5 arc-seconde Mmh. pour un détail qui ferait 1 seconde d'arc. Alors vous allez m'entendre se dire seconde d'arc ou arc-seconde, c'est la même chose, hein. Voilà. Je le dis tout de suite. Oui, ouais, c'est vrai qu'on voit les 2. On voit les 2 Voilà. écrits, ouais. Je pense que c'est un anglicisme en fait, que je dois avoir, hein. Mais bon, bref. Ouais, il y en a un des 2, c'est un anglicisme. Arc seconde, c'est en anglais, effectivement. Alors, du coup, on en vient à 2 exemples que je voulais faire avec vous. Donc j'ai un Newton 250-750, je veux prendre en photo, alors bon là j'ai mis la nébuleuse d'Orion, ça va être un peu compliqué à faire, comme ça. On va plutôt faire la Lune, du coup. Ça marche ce truc. Bref. Donc j'ai un Newton 250-750. Donc on a vu à peu près tout à l'heure que si j'avais un diamètre de 140 mm, j'avais à peu près 1 arc-seconde de résolution. Mmh. Je veux en prendre en photo, on va dire plutôt la Lune que Orion. Du coup, on peut potentiellement calculer la taille du capteur pour avoir toute la Lune, déjà. Quelle serait la taille idéale du capteur pour, si on voulait faire entrer toute la Lune? Voilà. Donc on sait que l'angle qui nous intéresse, vous pouvez le faire chez vous, du coup. L'angle qui nous intéresse, c'est un angle de 0,5 degrés, du coup. Puisque la Lune, c'est sa taille apparente dans le ciel. C'est ça. Du coup, si on revient un petit peu en arrière pour voir notre calcul qui est là, donc notre angle, c'est alpha, dans notre cas. Donc on sait que tangente de 0,5 degrés doit être égale à A. Donc A, bah, c'est la taille de notre capteur, du coup. Mmh. C'est ce qu'on cherche. Du coup. Et F, c'est notre focale de notre Mmh. instrument. Donc là, dans Ouais. notre cas, vu qu'on a un 150-750, c'est 750 mm. Millimètres. Voilà. Donc, ça veut dire que A sera donné en millimètres, si on ne change Également. pas l'unité de F. Tout à fait. Donc, nous, on cherche A. On sait que tangente de 0,5 degrés égale A divisé par 750. Donc, A est égal à 750 multiplié par tangente de 0,5 degrés. Donc soit vous avez une calculatrice qui accepte les degrés, et donc vous pouvez faire directement ce calcul, soit vous n'avez pas de calculatrice qui accepte
qui accepte du coup qui accepte les degrés et du coup vous pouvez faire avec moi le calcul. Alors, donc on Je a suis l'angle. pile dans ma calculette. Là je prends un peu Excel pour pas grand chose, mais bon. Bref. Donc on a notre angle de 0,5 degrés. On sait que 360 degrés c'est 2 fois pi. Oh, plouc. Je le mets pas des égales, il va me gueuler dessus. Voilà. Et donc si on fait un produit en croix, nous on cherche x. Donc on sait que x est égal à 0,5 fois 2pi divisé par 360. Donc voilà. Donc Et ça, voilà. c'est 0,5 degrés, mais en radians. Voilà. Donc après, on peut dire qu'on va faire la tangente de cet angle. Plouc. Voilà. Vous voyez que ça ne change pas l'angle, quasiment. C'est ce que je vous disais, vu Ouais. qu'on est sur un angle petit, en fait, tangente de l'angle, c'est quasiment égal à l'angle. Voilà. Donc là, on voit très bien. Ça fait un très bon exemple. Et on avait dit qu'on multipliait tangente de l'angle par la focale, donc 750 mm. Hop, donc 750 mm fois la tangente de l'angle. Tac. Et on se retrouve avec 7,5. Donc 7,5 quoi? Millimètres, vu qu'on parle en millimètres. Voilà. Donc on sait que si on veut avoir la Lune en entier, il va nous falloir au moins un capteur qui fait 7,5 mm de diamètre. Du coup, vu que la Lune c'est un rond. D'accord. Alors, donc, nos capteurs sont pas ronds. Non, ils sont rectangulaires ou carrés, mais. Du coup, il faudra un carré d'au moins 7,5 par 6,5 par 6,5 mm. Non, Voilà. D'accord, donc là on a fait quelques calculs en direct. C'est rigolo parce qu'il y a Benjamin qui est à la régie qui plaisantait tout à l'heure en disant tu vas voir qu'il va nous à un moment donné il va nous sortir son tableur et pauvre ça n'a pas manqué. Voilà. Vous voyez, le calcul n'est pas non plus très compliqué. On a fait un produit en croix, hein, du coup, et on a appliqué une formule que je vous ai donnée. Voilà. Qui est la formule qui vient d'un triangle équilatéral, donc de Pythagore. Voilà. Et du coup, on a résolu notre problème. Bon, là, c'était pas pour Nébus d'Orion, c'était pour la Lune. Et on voit que pour la Lune, bah, il nous faut un capteur qui fait à peu près voilà, 7 mm par 7 mm. Et là, la Lune rentrera dans notre capteur. Voilà. Alors, mine de rien, là, ça a l'air un petit peu compliqué, mais en se posant un petit peu à tête reposée et en revoyant après cette vidéo et tout ça, c'est vachement intéressant quand vous posez la question de savoir qu'est-ce que je peux faire avec tel matériel, quelle caméra acheter pour aller avec mon télescope si je veux faire de la photo. C'est des petits calculs qui sont vachement intéressants. C'est vraiment des calculs, des maths pratiques qu'on peut se servir, dont on peut se servir au quotidien dans la pratique de l'astronomie. Exactement. Et régulièrement, on a des débutants en astrophoto qui viennent nous voir et qui nous disent bah oui, mais je sais pas quel instrument je dois acheter. J'ai un réflexe qui fait telle taille. J'aimerais bien prendre en photo, bah, par exemple la Lune. Oui, mais alors du coup, qu'est-ce que j'achète comme instrument? Qu'est-ce que j'ai besoin comme focale? Voilà. Là, du coup, c'est dans l'autre sens. Là, on connaît la focale et on voulait la taille du capteur. Bah, ce sera de l'autre côté. Vous n'avez pas la focale, mais vous connaissez la taille de votre capteur. Voilà. C'est la même formule qu'il faut utiliser. Il faut la triturer différemment, par contre. Mais sinon, ça revient au même. Voilà. Ouais. Alors, la deuxième question, c'est que on continue avec notre Newton 150-750, et je veux exploiter complètement la résolution de mon télescope. Donc, on va reprendre notre tableur. Yep. Voilà. Look. On enlève tout ça. Donc, on avait dit que la résolution d'un télescope, ça dépendait du diamètre. Notre diamètre, c'est 150 mm. Voilà. Et la longueur d'onde. Et de la longueur d'onde. Alors, on va prendre la version simplifiée. Du coup, c'est plus simple. Donc, on avait dit que c'était 140 divisé par notre diamètre. Donc, réfléchis, Bitdefender. Les pirates peuvent facilement obtenir votre mot de passe mail. Faut faire gaffe. Donc, on a dit 140. Alors, si je mets pas un égal, il va gueuler. 140 divisé par notre diamètre.
Donc j'avais dit que cette formule marchait si le diamètre était en millimètres. Donc ça tombe bien, c'est le cas. Voilà. Et donc là, on sait que les résultats, si on prend la formule de tout à l'heure, ça nous donne du coup un résultat en arcs secondes. Donc on sait que voilà, le plus petit détail visible par notre 150-750, ça sera 0,93 arcs secondes. Et donc exploiter pleinement la résolution de mon instrument, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire respecter Shannon, voire plus. Mhm. Donc ça veut dire qu'il Toujours faut la qu'on ait... respecter. C'est ça. Et du coup, ça veut dire qu'on doit avoir plus de 2 pixels dans 0,93 arcs secondes. Donc, on va prendre c'est la résolution, on va la diviser par 2. Voilà, on peut même la diviser par 4. Voilà. Comme ça, on sera même plus qu'à Shannon. On sera suréchantillonné. Hop, voilà. Donc on sait que notre pixel sur le ciel doit faire cette taille-là. Donc, je rappelle, ça c'est un angle. Là, on est en arcs secondes. Là, on était en millimètres. Hein, et là, on est aussi en arcs secondes. Donc notre pixel doit faire cette taille-là sur le ciel. Donc si on reprend notre calcul de tout à l'heure, où est-ce qu'il est passé? Là, là. Voilà. Tac. Voilà. Notre calcul de tout à l'heure, qui est l'angle, ou tangente de l'angle, qui est égal à A, donc la taille de notre pixel, divisé par F. Donc F la focale. Nous, on cherche la taille du pixel. On a F, on a l'angle qu'on doit respecter, et on cherche la taille du pixel. Du coup, on va faire l'angle, ou tangente de l'angle, multiplié par la focale, et ça va nous donner la taille du pixel. Mhm. Ok. Alors, on prend notre tableur. Donc, on va faire tangente de l'angle. Et par ça. Et ça, on va mettre la focale dedans. Tac. Voilà. Et donc ça, c'est censé nous donner la taille de notre pixel. Mais vous allez me dire, ouais, mais Sébastien, t'as fait une connerie là. Ah oui, là j'ai mis un angle en arc seconde et pas en radian. Exactement, ouais, tout à fait. Donc J'allais c'est le dire. pas bon. Franchement, j'allais le dire. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Et en plus, j'ai utilisé des millimètres. Mais ça, c'est pas grave. Ça voudrait dire que notre résultat, il sera en millimètres. Mm. Voilà. Ouais. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord, avant de le mettre dans la tangente, donc on va virer ce truc là, on va d'abord convertir notre angle en du coup, en radian. Voilà. Donc, si on veut le passer en degrés déjà, on va prendre notre angle, on va le diviser du coup par 3600 pour passer en degrés. Voilà. Donc là, on a des degrés. Et après, si on veut le passer du coup en radian, on va du coup le multiplier par 360 et le diviser par 2 fois. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec des radians. Donc maintenant qu'on a des Ah, tout de radians, suite. on peut recommencer. Tac. Une connerie, moi. J'ai oublié un truc. Je sens que j'ai oublié un truc. J'ai pas respecté Divisé un truc. par 2 fois pi, et peut-être une parenthèse. Oui. Heu J'ai oublié un truc. Refais voir la formule. Hem, Tiens.
Il y a des parenthèses après pi? T'es sûr? Oui, c'est pour oui, c'est Excel, c'est parce que c'est une C'est la fonction. formule, ouais, c'est la formule Excel pour avoir pi. D'accord. Normal, effectivement. Heu, Ça, hein. oui, c'est ça, hein, Ah ouais, tu bien mis égal, tu bien mis A5. il me semble. Quoi, les produits en Ça en croix, hein. radian. Oui, voilà, comme quoi. Ta ta ta. Tangente de notre angle. 50, OK. Faut multiplier par pi et diviser par 180. Oui, bah oui, effectivement, oui. Oui. Bah oui, je suis con. Merci. Voilà. En fait, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. OK. Divisé par 360, exact. Voilà, là, c'est mieux, du coup. Et ça, c'est un Heureusement qu'il y en a chiffre qui en suivent. Heureusement qu'il y en a qui suivent. millimètres. C'est un chiffre en millimètres, on va le passer, du coup, en Si JLD micromètres. d'avoir suivi. On va le passer en micromètres, donc on le multiplie par 1000, du coup. Et donc, là, on a un chiffre en micromètres. Voilà. Et donc ça, c'est la taille des pixels qu'il nous faudrait pour être légèrement suréchantillonné, du coup, Mmh. pour pouvoir exploiter toute la résolution de notre télescope. Et ce qu'on voit, c'est que bah, ça n'existe pas, les pixels qui font 0,84 Tout micromètres. à fait. Voilà. Donc en fait, ce qu'on va faire pour pouvoir exploiter toute la résolution de notre télescope, c'est qu'en général, on va mettre un barlow. Donc par exemple, si je mets un barlow 2 fois, c'est-à-dire que je vais multiplier la focale par 2. Et donc en multipliant la focale par 2, on va arriver à 1500 millimètres de focale. Bon. Alors un Et là barlow, déjà ouais. c'est une lentille, c'est un assemblage de lentilles qu'on met dans son télescope pour multiplier la focale, effectivement. Et là, on voit qu'on arrive à 1,69 micromètres, qui est déjà des pixels qui sont un peu Ils sont bien plus, petits. qui sont très petits, mais qui existent, du coup. Et par Voilà. contre, oui. Et on peut mettre un barlow, au lieu de faire 2 fois, on peut mettre 4 fois, par exemple. Du coup, là, on arrive à 3000 millimètres et là, on se retrouve avec 3,39 qui sont des pixels qui commencent à être trouvables assez facilement dans le commerce. Voilà. Donc là, grâce à ça, on a vu que si on voulait exploiter toute la résolution de notre instrument, avec un capteur qui existe, du coup, on a été obligé d'utiliser un barlow, du coup. Mmh. De multiplier la focale de l'instrument. Exactement. Donc avec ces 2 petits exercices, on a répondu déjà à 2 questions que se posent beaucoup de personnes quand ils veulent choisir un capteur par rapport à ce qu'ils veulent observer ou par rapport à la résolution de leur instrument, du coup. La résolution de l'instrument, on va surtout aller titiller ce genre de choses quand on va vouloir faire du planétaire. Donc ça, Mmh. d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'on utilise des barlows, hein, c'est pas pour rien. Heu par contre, savoir si l'objet rentre ou non dans le champ, en général, c'est pour prendre en photo des gros objets. Donc soit quand on veut faire du lunaire, du solaire ou quand on veut prendre en photo des grosses nébuleuses. Voilà. Mmh. OK, bon, bah, là, on a vu, la grosse partie que je voulais vous montrer. Maintenant, il y a un petit bonus avec des rotations et tout ça. Un barlow de bonne qualité, je suppose. Oui, il faut pas prendre le premier barlow qu'il faut parce que en fait, vu que la lumière va traverser le barlow, elle va être dégradée si le barlow est de mauvaise qualité. Et du coup, les 1 arc seconde quasiment qu'on avait tout à l'heure, qui correspondaient à la résolution de l'instrument, ça, c'est si l'instrument est parfait. Donc c'est-à-dire que le barlow est parfait, les miroirs sont parfaits. Alors déjà, les miroirs, ils sont pas parfaits en général et en plus, le barlow, bah, plus il sera pourri et plus il va dégrader l'image. Donc plus Mmh. la résolution sera, mauvaise. Mmh. Alors, changement de changement de D'ambiance. d'ambiance. Oui. Avant, on parlait de résolution, d'échantillonnage, tout ça, c'était assez lié, hein. On avait la même formule qui revenait régulièrement. Là, on va changer un peu les choses.
on va essayer d'imaginer le déplacement des objets. Alors, j'ai pas trop trouvé d'image pour illustrer ça, je suis désolé. Donc, il y aura beaucoup de texte. Bref, peut-être tu m'y prends avant pour faire mes slides aussi, ça aurait aidé. Ce qu'il dit à chaque fois, mais on n'écoute jamais. C'est ça. Alors, du coup, la Terre tourne sur elle-même dans le système solaire par rapport à l'univers qui est autour d'elle, du coup, pas par rapport au Soleil, parce que le Soleil bouge dans le ciel aussi. Mhm. Donc le Soleil revient au même endroit du ciel au bout de 24 heures. Voilà, c'est la définition de la journée, tout simplement. Mhm. Par contre, une étoile revient au même endroit dans le ciel au bout de 23 heures 56 minutes et 4,09 secondes. Voilà. Bien sûr, cette période varie légèrement, c'est une moyenne, parce que des fois la Terre accélère un petit peu, des fois la Terre décélère un petit peu sur son axe de rotation. Donc c'est jamais exactement cette valeur-là, mais ça c'est une moyenne. Voilà. Donc bien sûr, ce n'est pas les étoiles qui bougent, c'est nous qui bougeons en fait, on tourne sur nous-mêmes du coup. Et c'est pendant cette période, donc on a l'impression que les étoiles font un tour autour de la Terre, font 360°. Donc si on veut savoir à quel angle par seconde, donc la vitesse angulaire, tournent les étoiles, il suffit juste de prendre l'angle qu'elles font, donc un tour, c'est-à-dire 360°, Mhm. divisé par le temps qu'elles mettent pour faire un tour. Donc 23 heures 56 minutes et 4,09 secondes. Donc si on passe tout en Ok. secondes, ça donne 86 164,09 secondes. Mhm. Si on fait l'un par l'autre, on obtient 0,042 degrés par seconde. Et si on transforme les degrés en arcs secondes, donc en fait si on multiplie par 3600, on obtient 15,04 secondes d'arc par seconde. Voilà. Alors vous avez sûrement entendu aussi qu'on dit que les étoiles se déplacent de 15 degrés par heure. Voilà. Mhm. Ça tombe bien, 1 heure c'est 3600 secondes. Donc en fait, et 1 degré c'est 3600 secondes d'arc. Donc en fait, vous faites 3600 fois divisé par 3600, ça fait 1. Et vous vous retrouvez Oui. avec la même valeur. Voilà. Mais pas dans les mêmes Mhm. unités. Pratique. Exactement. Alors, on continue. Du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de prendre en photo un ciel étoilé, la Voie lactée par exemple, ou une grande nébuleuse, avec un objectif et sur un trépied. Vraiment l'astrophoto de base. Sauf que Mhm. du coup, les étoiles bougeant, si on fait un temps de pause trop important, donc si on enregistre la lumière pendant trop longtemps, ce qui va se passer, c'est que les étoiles sur notre capteur, elles vont bouger dans l'intervalle, Mhm. et au lieu de se retrouver avec des points, on aura des traits. Voilà. Ce qu'on appelle du filet. Et donc, pour éviter ça, on peut faire avec un calcul, essayer de retrouver le temps de pause maximum qu'on va pouvoir faire pour ne pas voir des traits et seulement voir des points. Voilà. Alors, c'est pas hyper compliqué comme calcul, mais il faut pas se perdre. Voilà. D'accord. Euh, on retrouve nos calculs de tout à l'heure hein, avec la tangente. Vous vous rappelez, la tangente, la focale. Mhm. Voilà. Sauf que là, du coup, tout à l'heure, on voulait soit projeter un pixel dans le ciel, donc avoir l'angle que fait un pixel, ou on voulait avoir la taille du capteur sur le ciel. Là, en fait, on veut la longueur du déplacement de l'étoile sur le ciel. Enfin, on connaît le déplacement de l'étoile sur le ciel, mais du coup, on veut la projeter sur notre capteur. Donc, c'est dans l'autre sens. D'accord. En fait, on veut projeter sa trajectoire. C'est ça, sur notre capteur. Donc, alors, c'est une courbe en vrai, c'est pas un trait, mais vu qu'on Bien sûr. parle de tout petit angle, on peut considérer que c'est un trait. Mhm. Voilà. Mm. Donc, on retrouve notre formule de tout à l'heure, sauf que là, A, c'est plus la taille du pixel, c'est le déplacement. Voilà. Donc, on a l'angle représenté par l'angle que va parcourir l'étoile pendant le temps donné, du coup. Mhm.
qui va correspondre du coup à la vitesse fois le temps, tout simplement. La vitesse angulaire fois le temps est égale du coup au déplacement de l'étoile sur notre capteur divisé par la focale de notre instrument. Donc plus on va avoir de focales, plus on verra un déplacement important. Mhm. Logique. Voilà. Parce qu'en fait on grossit, donc on voit le déplacement qui est de plus en plus grand. Alors du coup, si on met les choses dans le bon sens, nous ce qui nous intéresse c'est le déplacement. Donc c'est égal à la focale en mètres, toujours pareil, fois la tangente de l'angle, et l'angle c'est la vitesse fois le temps. Voilà. Donc par exemple, si on fait un petit exemple, on a un objectif qui fait 18 mm de focale, on observe pendant 21 secondes, ce qui est beaucoup, 21 secondes. Donc vu que c'est un petit angle, on peut dire que la tangente de l'angle c'est égal à l'angle. Voilà, donc j'ai simplifié. Hop. Donc on a 21 secondes fois la vitesse angulaire qu'on avait tout à l'heure, donc 15,04 secondes d'arc par seconde. Quand on dit seconde moins 1, je rappelle tout à l'heure, je vous l'ai dit, ça veut dire divisé par la seconde en fait. Mhm. Donc on obtient un chiffre de 315,84 secondes d'arc qu'on peut convertir en radians et ça nous donne 0,0015 radians. Voilà. Et après, du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est le déplacement sur le capteur. Donc, on va prendre la focale, donc 18 E-3, donc ça veut dire divisé par 1000 pour passer en Mhm. mètres, fois la tangente de l'angle, donc qui correspond au déplacement de notre étoile pendant les 21 secondes. Mhm. Et ça va nous donner un chiffre à 2,756 10 puissance moins 5 mètres. Donc si on convertit en micromètres, c'est plus simple, ça fait 27,56 micromètres. Voilà. Mhm. Par exemple, pour un 1000D, un pixel, c'est à peu près 5 micromètres. Donc là, ce qu'on voit, c'est que notre étoile s'est déplacée de plusieurs pixels pendant les 21 secondes. Mhm. Donc le temps est beaucoup trop important. Là, on va se retrouver avec un trait. Ouais. Alors après, il y a une petite chose à savoir, c'est que les étoiles, elles se déplacent selon une sphère, en fait, parce que c'est notre planète qui tourne sur elle-même. Mm. Donc les étoiles qui sont proches de l'axe de rotation, elles ne bougent quasiment pas. Alors que les étoiles qui sont à l'opposé, au niveau de ce qu'on appelle l'équateur céleste, elles bougent le plus, du coup. Et donc la distance, l'angle qu'on a entre l'axe de rotation et notre étoile, on appelle ça la déclinaison. Mhm. Et donc il faut rajouter en fait un cosinus dans l'équation qui va du coup modifier la distance. Voilà. Donc ça, cette distance-là, c'est si on regarde au niveau de l'équateur céleste. Par exemple, si on regarde à 45 degrés de déclinaison, qui correspond à une déclinaison où on regarde un peu plus souvent par chez nous, du coup, Mhm. en fait, cette distance va déjà être divisée par 2. En fait, on va plus avoir 27,56, mais on va avoir 13 micromètres. Voilà. Et donc, ce que j'ai dit, voilà, si vous êtes à une déclinaison de 45 degrés, vous avez un déplacement 2 fois moins important. Si vous êtes à une déclinaison de 0, donc si vous êtes au niveau de l'équateur, là, vous avez exactement cette formule. Par contre, si vous êtes vous êtes à 90 degrés de déclinaison, donc là, vous êtes au niveau de l'étoile polaire, et donc le déplacement est quasi nul. Donc là, le déplacement, du coup, sera quasi nul aussi. Voilà. Eh oui. Allez, on continue avec un exemple concret. Donc là, on n'a pas fait exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on n'a pas calculé le temps. Là, on a juste calculé le déplacement. On avait un temps et on a calculé le déplacement. Donc là, on va prendre la même formule, on va la remanier pour isoler le temps, du coup, et on va se retrouver avec la formule ici, qu'on peut simplifier en disant qu'on regarde au niveau de l'équateur, donc cosinus est égal à 1. Voilà, hop, ça simplifie. Voilà. Et du coup, ce qu'on peut voir, c'est
Alors, je vais reprendre mon exemple. Dans notre exemple, on a un capteur 1000D, un Canon 1000D. On a un objectif de 18 mm. Donc le Canon 1000D, il a 3888 pixels par 2592 et son capteur fait 22,2 x 14,8 mm. Voilà. Ça, c'est les données qui vous sont données par Canon. En fait, Canon, il ne donne pas la taille du pixel. Il donne la taille du capteur et le nombre de pixels. C'est à vous Donc de on vous peut, démerder voilà, pour faire le calcul. on calcule la taille du pixel et on trouve 5,76 Voilà. On fait micromètres. tout simplement 22,2 divisé par 3888. On passe ça en micromètres et vous vous retrouvez avec 5,71 micromètres. Ok. Donc pour simplifier, ce que j'ai dit, c'est qu'on regarde au niveau de l'équateur céleste. Donc on a le cosinus de la déclinaison qui est égal à 1, donc ça enlève un truc. D'accord. Voilà. Donc là, on isole le temps et on se retrouve avec L aussi qu'il faut calculer. Mais L, en fait, ce qu'on a envie de savoir, c'est OK, on veut que ça se déplace de combien en fait, l'étoile? À partir de quelle distance on considère que notre étoile est un trait et c'est plus un rond, Et- du coup? Et ça, c'est le plus gros problème de ce calcul. C'est un facteur arbitraire qu'on va introduire qui Mhm. correspondra au nombre de pixels qu'on accepte en termes de déplacement de l'étoile. Est-ce qu'on Ouais. accepte un seul pixel de déplacement ou est-ce qu'on accepte 10 pixels? Voilà. Voilà. Et ça va correspondre à votre, à ce que vous acceptez comme défaut sur votre image. Ouais, effectivement, ça va C'est-à-dire que, dépendre, par exemple, voilà, si on regarde la photo sur un très grand écran d'une très bonne résolution, ou même voir pour l'imprimer sur un grand format, ou si c'est pour regarder aussi c'est ça. sur À un partir de téléphone, quel par exemple. moment, à partir Mmh. de quel moment ça se voit? C'est comment? Dès que ça se voit, c'est Et ça va dépendre d'une personne à l'autre. Parce que des fois, on va juste regarder sur notre Aussi, smartphone, comme tu dis, et des fois, on va regarder sur un écran 16/9. Mmh. d'accord. Alors donc du coup, ça se calcule quand même, malgré tout. C'est ça. Donc, moi, j'ai mis une formule, un peu simple, c'est de dire: «OK, on va dire que c'est K fois P». Donc K, c'est notre facteur et P, c'est la taille d'un pixel. Voilà. Mmh. Donc là, nous, on va prendre K égale 1. Donc ça veut dire qu'on accepte seulement 1 pixel de déplacement. D'accord. Mhm. C'est Voilà, simple. C'est clair. c'est assez simple comme ça, ça simplifie et donc on se retrouve avec ce calcul-là. Si on met les chiffres qui vont bien, donc on a 5,71 en micromètres, donc il va falloir passer en millimètres, sinon ça marche pas, hein, la division. Mmh. Divisé par 15,04 arcs secondes par seconde. Donc là, pareil, il va Mmh. falloir le passer en radians par seconde, sinon ça ne va pas fonctionner, fois 1. Parce que, je le rappelle, on a une déclinaison de 0. Mhm. Et donc à la fin, on obtient le temps de 4,35 secondes. Et donc, je voulais vous faire remarquer ça, c'est que souvent on utilise ce qu'on appelle la règle des 300. Donc la règle des 300, c'est on fait 300 divisé par la focale. Oui, ça. Et ça nous donne normalement le temps de pause maximal qu'on peut faire. Et là, on voit Mmh. que c'est pas bon. Oui. C'est Oui, pas le même effectivement, chiffre. oui. C'est pas du Voilà. tout le même chiffre en fait. Et la règle des C'est genre 500, bah, c'est pareil. la règle de 300, c'est genre 4 fois plus. C'est Ouais, ça. grosse différence. Et en fait, du coup, bah, souvent on utilise cette formule sans vraiment savoir d'où viennent ces 300 et ces 500. Et en fait, si vous acceptez 2 pixels de déplacement Mmh. et si vous êtes à une déclinaison de 45° qui correspond à la Mmh. moyenne à peu près de ce que vous avez en France, par exemple, Ouais. dans les zones où vous allez observer, et ben, en fait, on se retrouve à multiplier ce chiffre-là par 4 Et c'est et on là se qu'on retrouve retrouve les 300. avec la règle des 300. Voilà. Mhm. D'accord. Et je vous rappelle, la règle des 300 est à appliquer quand on a un capteur APS-C, ce qui est le cas des Canon 1000D. Voilà. Donc attention, vous voyez que quand même, dans la règle des 300, au final, on utilise seulement la focale. Point. Vous voyez bien qu'en fait, le vrai calcul dépend à la fois de la focale, mais de la taille des pixels aussi, et de Mmh. là où vous regardez. Donc on voit bien que cette formule est très très simplifiée et si jamais elle a été conçue à l'époque des argentiques.
Et maintenant, on se retrouve avec des pixels qui peuvent vraiment varier beaucoup en termes de taille. Donc cette Mm. formule ne peut plus du tout être applicable, par exemple, pour des capteurs qui ont des tout petits pixels. Voilà. D'accord, ok. Et en fonction aussi d'où vous observez dans le ciel, du coup. Voilà. Ah oui. Donc attention à cette règle, du coup. Alors on va Intéressant. pas faire la slide d'après, pas très importante. Je vais conclure et on va aller voir un petit fichier que je suis en train de finaliser et que je vous partagerai, je pense, enfin j'espère, dans le lien de la vidéo YouTube, du coup. Ouais. Et Il y a vraiment un fichier Excel. oui, D'accord. Il disait pas des oui, conneries. il y a vraiment un fichier Excel, je vais vous montrer ça juste après. D'accord. Il existe, des sites où vous pouvez calculer tout ce que je viens de vous dire. Voilà. Mhm. Donc vous avez, le site, 1-2-dstring.me.uk où en fait, c'est un site où vous pouvez, sélectionner votre capteur, sélectionner votre instrument et après sélectionner l'objet que vous voulez voir et donc ça va vous afficher l'objet à la taille, que vous verriez du coup avec votre capteur. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un oculaire, ça vous permet d'afficher l'objet à la taille de l'oculaire. Mm. Ça, vous pouvez aussi le faire sur Stellarium d'ailleurs. Alors, le Stellarium, c'est un logiciel qui tourne sur à peu près tout, qui est Mmh. gratuit et qui est un planétarium, avec intégré des outils de calcul comme ça qui permettent de pas se les taper à la main. Exactement. Et alors Astronomy Tool, c'est un peu pareil, il a juste, des calculs différents. Ça va être pratique, par exemple, si vous voulez, connaître, le capteur qui irait bien avec votre instrument, voilà, ou inversement, quel instrument irait bien avec mon capteur, voilà. Et le site sahavre.fr qui, en fait, contient une règle de calcul pour calculer ce fameux temps d'exposition maximal, du coup. Mhm. Mais avec tous les paramètres. Donc là, c'est pas juste il va appliquer la règle des 300 pour vous. Il peut le faire aussi, mais il peut aussi vous faire, tout le calcul. Voilà. Pour que vous ayez plus de comment dire? Heu, En fait, ce que Sébastien est en une train de plus vous grande dire précision. à Voilà. la fin de la présentation, c'est que tout ce qu'il vous a raconté jusqu'à présent, mais vous n'en avez absolument pas besoin. Vous avez besoin juste de ces trois. C'est un peu ça, ouais. C'est en gros, c'est Mais pour vous dire maintenant, on que comprendra. c'est juste que maintenant vous comprenez ce que vous faites. C'est ça, voilà, c'est ça. Je Voilà. plaisante parce qu'évidemment, ouais, non, c'est vachement intéressant de savoir ce qui se passe derrière tous ces calculs qui sont faits automatiquement par des machines. Et d'ailleurs, petite remarque, je suis tombé des fois sur des sites, où les calculs sont mauvais. D'accord. Les calculs automatiques sortent des chiffres qui m'avaient surpris et en fait, ils sont pas bons. Voilà, D'accord. En les regardant de près, en les refaisant, tu te rendais compte c'est qu'ils ça. sont gourés. Par exemple, je suis tombé sur un site qui appliquait pas Shannon. Donc, pour lui, pour exploiter toute la résolution, il voulait juste 1 pixel égale, la résolution de l'instrument. D'accord. Voilà. Ah Donc oui. les 2 ou plus, c'était pas appliqué. Voilà. Donc, il manquait un Mm. facteur 2, qui est quand même vachement important. Ouais. Voilà. Donc, bon, heu, c'est bien, mais des fois, il faut faire attention. On peut se retrouver avec des surprises. Petit truc par rapport au site du Havre, il est très bien fait, hein, c'est un site, fait par un club, français, du coup Mhm. et il y aura le fameux facteur que je vous parlais, le facteur, d'acceptance, Facteur du K, coup, oui. Mm. voilà et donc ça, c'est D'accord. à vous de le régler, celui-là, en D'accord, c'est pas fonction mal. de votre ressenti. Voilà. Ça, c'est pas mal. Voilà et du coup, où est-ce qu'il est? Voilà et donc il y a vraiment une Google Sheet, du coup, qui existe, que j'ai fait pour vous, du coup, que je vais vous partager, qui en fait vous permet de faire ces calculs-là, automatiquement. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé de faire une base de données de capteurs et d'instruments pour que vous puissiez sélectionner vos instruments et votre capteur ou mettre une version custom, donc un capteur que vous avez, qui est pas dans la base de données, par exemple et un instrument D'accord. pareil qui n'est pas dans la base de données. Et il y a quelques petits paramètres que vous pouvez ajuster, qui sont des paramètres, utilisateurs. Voilà.
J'ai rentré une caméra dans la base de données. Il y a j'ai une Yes. ligne dans la base de données qui est Car, là grâce à moi. grâce à Pascal, j'ai pu réussir à faire ce que je voulais avec ce putain de fichier Excel. Donc par exemple, là, si je veux, je peux sélectionner la marque. Alors, oui, non, je l'ai pas encore fini ça. Je vais prendre un truc que j'ai fait. Voilà, la marque SharpCap. Du coup, là pour l'instant, il n'y a qu'un seul instrument. Du coup. Donc on voit qu'il m'a sélectionné, il m'a bien mis diamètre 61 mm, focale 274 mm. Après, par exemple, je vais mettre la caméra. J'ai une caméra Player One, voilà. J'ai une caméra Mars C, voilà. Et vous voyez, vous êtes tout rempli à votre place. La taille des pixels et le nombre de pixels. Et par exemple, dans le cas d'un Canon, on n'a pas la taille des pixels, donc en fait, hop, si je prends un Canon 1000D, vous voyez, on a le nombre de pixels et la taille du capteur. Après, il y a aussi l'indication de est-ce que c'est un capteur couleur ou est-ce Mhm. que c'est un capteur et quel type de capteur c'est et le nom du capteur. Alors là, vu que c'est un Canon, on n'a pas le nom exact du capteur. Mais si par exemple je prends la Player One Apollo M par exemple, on voit que c'est le capteur IMX 174. Ça D'accord. peut être assez pratique pour si vous cherchez un capteur qui va bien. On a essayé d'être très exhaustif sur les marques et sur les modèles. Concrètement, il y a des caméras qui n'existent plus depuis 10 ans qui sont dans cette base de données. Voilà. C'est vrai que Donc, pour avoir vu un peu du coup la base, elle est quand même assez énorme en termes de caméra. Il y a vraiment beaucoup de références. Donc, Je pense alors, même plus que sur les sites qu'on a pu nommer précédemment. du coup, je pense qu'on va mettre ça sur notre site internet. Ça va prendre un peu de temps, le temps que je fasse, mais on va également, et sur la description de la vidéo YouTube. Hmm. Mais je vais essayer, ouais, de mettre ça sur le site internet. Donc le site internet, c'est astro-fr.fr, www.astro-fr.fr, c'est le site internet du Discord Epinome, du même nom, astro-fr, qui est le Discord des astronomes amateurs francophones, qui vous propose aujourd'hui cette, présentation avec Sébastien Durand. voilà. Et puis je vais finir pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez voir là-dedans. Donc ce que vous pouvez voir là-dedans, je vais zoomer un petit peu parce que là c'est un peu petit. Hop, voilà. Donc on voit qu'automatiquement il calcule la taille des pixels s'ils ne sont pas déjà donnés. Ça vous calcule la projection du coup de vos pixels sur le ciel avec la focale de l'instrument que vous avez mis. Donc on retrouve un peu Mmh. les calculs qu'on a fait tout à l'heure. Donc là on voit que nos pixels font 4,41 arcs secondes. On peut voir la taille du capteur aussi sur le ciel. Donc en arc seconde, c'est pas très utile. Du coup, je l'ai mis aussi en arc minute et en En degrés. degrés. Voilà. Ah, c'est top. Alors j'ai mis le cercle inscrit, c'est-à-dire que si jamais vous avez quelque chose de... En général, les capteurs sont pas forcément carrés, encore moins circulaires. Ils sont souvent rectangulaires. Et du coup, vous savez que si vous avez un objet, par exemple, là, qui fait 1,4 degrés de diamètre, bah, il va rentrer dedans. Voilà. Vous avez Ah, aussi c'est le génial. rapport FD. Bon, bah, ça c'est moins utile, mais voilà. Vous avez les résultats exploitables, c'est-à-dire, c'est par rapport à la résolution, du coup, à l'échantillonnage de votre capteur. Alors c'est pas forcément très utile de regarder ça, c'est plutôt utile de regarder plutôt les tableaux qui sont ici. Donc, j'ai rajouté, du coup, la limite atmosphérique. Donc faut savoir que l'atmosphère, même si vous faites le meilleur Lucky Imaging du monde, c'est technique de photo pour faire des planétaires. Donc c'est le fait de prendre des photos très rapides et de garder seulement les images de très bonne qualité pour essayer d'enlever les problèmes dus à l'atmosphère. Vous n'arriverez jamais en dessous de 0,5 arcs secondes. Voilà. Ça c'est la Mmh. limite physique du coup. Mhm. Et donc là, bah, ça vous affiche du coup la résolution que vous obtiendrez dans le bleu, dans le vert, dans le rouge, mais avec du coup le facteur de Shuster, de Rayleigh ou de Sparrow. Voilà. Le facteur qu'on considère. Hmm. Du coup, après, ça prend aussi votre capteur et ça vous donne un facteur qui est là.
Donc si le facteur est à 1, ça veut dire que vous respectez Shannon. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez au moins 2 pixels pour votre résolution. Si vous êtes à 2, vous êtes suréchantillonné. Si vous êtes à 3, 4, etc., vous êtes suréchantillonné. Ça s'affichera du coup en bleu. Si ça s'affiche en vert, c'est que vous êtes à 1. Voilà. Et après, il y a un dégradé qui va vers le rouge si vous êtes sous-échantillonné et qui va vers le bleu si vous êtes suréchantillonné. Ok. Alors, Et en même temps, il vous calcule la... Oui. ouais, non, petite question là, du coup, les chiffres Mhm. sur ce rapport résolution, c'est par rapport aux longueurs d'onde bleu, vert, rouge et des différents Oui, coefficients dessus, c'est ça, hein? c'est ça. Schuster, Rayleigh, Si d'accord. on, Ok. si on considère Donc, Schuster, dans le bleu, on voit qu'on est sous-échantillonné, dans le vert aussi, dans le rouge hmm. aussi. Et là, j'ai mis une longueur d'onde infrarouge pour le fun. Ah, Ça, d'accord. Ok. c'est à vous de régler la longueur d'onde. Sur ça, j'ai mis perso. Ça, c'est dans le Mhm. premier onglette. Longueur d'onde perso. Voilà. Ah, ok. Nanomètre. Ah, c'est génial. Comme ça, on voit que dans l'infrarouge, c'est bon. Voilà. Par contre, pour relais, c'est plus bon. Et pour Sparrow, c'est encore moins bon. Voilà. Et là, ce tableau-là, il vous affiche la taille parfaite des pixels qu'il vous faut. Voilà. Si vous voulez respecter Shannon, ou si vous voulez être un petit peu suréchantillonné, encore un peu plus, ou beaucoup plus. Ou avec un facteur que vous avez défini. Voilà. Hmm. Chaque D'accord, fois, bah, c'est par rapport à Shannon. c'est un Voilà. outil de travail, vachement intéressant. Et donc, surveiller la YouTube. À un moment donné, je pense qu'on mettra le lien sur les fichiers dès qu'on les aura mis sur le site. Je vais essayer de faire ça demain soir si j'ai le temps. Voilà. Et Puis on le mettra également dans le. un dernier truc que j'ai pas fini encore, mais que je vais continuer à travailler, c'est cette onglette que je trouve assez sympa. Et en fait, ça vous donne le champ par rapport à tous les objets de Messier. Voilà. Excellent, excellent. Donc ça veut dire qu'en une seule... Enfin, vous mettez en gros... on va faire un exemple C'est top. concret. Pop, pop, tac. Donc, moi, je vais prendre mon exemple à moi. J'ai un Skywatcher. Voilà. 150p. Voilà. Mhm. Et j'ai un Canon 1000D. Voilà. Toc. Voilà. Ça, c'est mon exemple. C'est mon matos à moi, par Mhm. exemple. Donc voilà, ça a tout calculé. Et après, je vais dans Champ. Et ce que je vois, c'est que déjà M1 sera bien trop petit. C'est-à-dire que ma M1 va faire 9% de la taille de mon capteur. Voilà. D'accord. Alors le critère des 20%, on peut le changer. Ça, c'est vous qui voyez. Donc c'est là. Voilà. Et après, de l'autre côté, c'est pareil. Si l'objet est trop grand, qui sort de D'accord. votre capteur, là, ça sera plus que 100%. Du coup. Donc là, D'accord. on voit que M7, c'est 118%. Donc c'est encore Mhm. vert parce que, en gros, je considère que si vous êtes en dessous de 20%, c'est trop petit pour votre capteur dans la config que vous avez mis. Mhm. Et si c'est au-dessus de 120%, c'est trop grand. D'accord. Voilà. Mais là, on est bon encore. On en voit C'est ça. une grande partie. Ouais. D'accord. On voit que ça passe en orange. Et là, on voit par exemple la Galaxy M31, c'est pas bon. Beaucoup trop grand, 280%. Voilà. Mhm. D'accord, effectivement. Donc on sait qu'avec ce matos-là, prendre en photo la Galaxy M31, c'est pas terrible. Voilà. Ok. Ça, vous l'aurez pour tous les objets de Messier. Donc il y a la taille des objets en fait, de Messier qui sont là en fait, tout simplement. Et vous avez le type d'objet aussi qui est affiché avec une petite image. Et vous avez le lien Wikipédia aussi si vous voulez aller le voir. Voilà. Ce qui est pratique Excellent. quand on est sur Google parce que du coup ça vous affiche une miniature de la Ouais, page. de l'objet, ouais. Mhm. Et voilà. Et il y a ça aussi pour les planètes. Du coup, elles sont à C'est droite. génial. Voilà. Et donc vous voyez que pour la Lune, c'est pas mal. La Lune, c'est la moitié du capteur. Voilà. C'est pas mal pour prendre en photo de la Lune comme config. Ah, Voilà. Donc on peut même mettre une barre l'autre 2 fois. On va tester. On prend une barre l'autre, tac, on va mettre la barre l'autre 2 fois, tac. Et on recommence. Et là,
on voit que la Lune et le Soleil, 92%, ça rentre encore, c'est super. Voilà. Mmh. Par contre, on voit que... Alors là, j'ai pas encore mis les couleurs, c'est pour ça que tout est en vert. Mais on voit que par contre, Mercure, bon, bah, c'est trop petit. Du coup, voilà, Jupiter 2%. Et du coup, pour les planètes, je vous ai même mis le nombre de pixels. Ah Vous yes. savez que Jupiter, là, ça va représenter 64 pixels. C'est vraiment petit. Voilà. Et donc pareil, vous avez un facteur de limite. En fait, en dessous de 50 pixels, ça va s'afficher en rouge. Et au-dessus de 50 pixels, ça va s'afficher en vert. Si vous voulez que votre planète elle fasse au moins 50 pixels, voilà, c'est ça qu'il faut modifier. Mmh. Et donc, un truc qu'on sait, par exemple, c'est si je mets un Barlow 5 fois et que je vais voir le champ, déjà, on a la Lune et le Soleil qui sont beaucoup trop gros. Et par contre, on commence à avoir Jupiter qui fait 160 pixels, qui commence à avoir une taille acceptable. Mmh. Voilà. Par contre, on voit quand même qu'on utilise très peu du capteur. Voilà, c'est pas très pratique. Du coup, je me dis, bon, bah, allez, on va prendre une caméra planétaire, du coup. Allez, on va chez QHY, on va prendre une QHY. Tiens, ils sont où les 225 290 plutôt. Hop. 290 couleurs. Voilà. Hop. On a gardé notre Barlow 5 fois. Et là, on est quand même sur une exploitation du capteur qui est bien plus importante, 17%. Voilà. Par exemple. Par contre, on voit que les objets du ciel profond, bon, bah, là, c'est plus bon. Forcément, ouais. On peut pas tout avoir. C'est ça. Donc voilà, j'aime bien cette onglette parce que du coup, ça permet en un coup de pas devoir se taper tous les objets à tester pour voir est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas. Mais en fait, en une onglette, vous avez les capacités de votre matos. Du coup. Alors Bah, écoute, en tout cas, ça va pas régler la luminosité par contre. non, c'est clair. Mais en tout cas, merci pour ce travail formidable parce que je sais qu'il a passé quand même pas mal de temps. Il y a des gens qui t'ont un petit peu aidé en mettant des caméras dans le fichier, mais c'est quand même toi qui as fait le plus gros du boulot. Toutes les caméras pour info. Ouais. Et on a tout. Et donc, ouais, voilà. Donc c'est un fichier qu'on va mettre en accès public sur le site astro-fr.fr, et puis dont on va mettre le lien sous la description de la vidéo. En tout cas, merci Sébastien pour la présentation. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, sachez que sur la chaîne YouTube astro-fr, vous avez également les précédentes présentations de Sébastien. Pas que les siennes, mais notamment les siennes, avec les autres thèmes qui ont été abordés dans cette série, des débuts sur des instruments, etc. Et il y en aura d'autres. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre. Et si vous voulez nous rejoindre, venez parler avec nous sur le Discord astro-fr, astro-fr.